Bonjour à tous, on va voir dans ce tutoriel comment changer un embrayage sur un moteur 2 litres HDI 90 ou 110, hein, c'est la même façon de faire, sauf que le 110 a un volant bimasse et ici il s'agit d'une 307 SW. Donc pourquoi changer son embrayage? Parce qu'il patine à certains moments, ou parce que il broute, ou parce qu'il y a des bruits très inquiétants quand vous appuyez à fond sur la pédale, ou mon cas, c'est-à-dire que après un peu de bruit quand on appuyait sur la pédale, eh bien j'ai eu la pédale complètement au niveau du plancher, et voilà, j'ai été complètement stoppé. Donc vous avez votre voiture dans un endroit qui va vous permettre de lever votre boîte. Alors soit parce que vous avez une chèvre, ou soit parce que vous avez un point haut avec un palan. Vous allez devoir maintenir le capot en hauteur, autre qu'avec le simple maintien. Donc voilà, j'ai mis un système de sécurité à droite et à gauche pour vraiment maintenir le capot levé. Donc voilà, vous tirez le frein à main, vous mettez des cales sur les roues arrière. Donc il faut être très sûr au niveau sécurité, parce que vous allez passer des heures sous la voiture, hein. Donc vous enlevez les enjoliveurs, vous débloquez les écrous de roue, vous enlevez cet élément de sécurité au niveau de l'écrou de cardan. On met ça sous la voiture toujours au sol. On va débloquer les écrous de cardan parce qu'ils sont serrés très fort. Après ce sera délicat, sauf si vous avez une clé à choc. Donc c'est du 35, hein, et il faut une bonne rallonge pour débloquer. C'est fait. Donc là on peut continuer à voilà, lever la voiture, et puis débloquer et enlever les écrous de roue. Donc j'ai mis double chandelle à droite et à gauche, et les deux roues on peut les mettre sous la voiture, une roue sur l'autre, pour encore assurer, donc au cas où la voiture s'effondre, vous êtes quand même protégé si vous avez mis les deux roues l'une sur l'autre sous la voiture, ce que je vous conseille. Il faut enlever le cache inférieur, donc moi j'ai fait un bricolage, hein, mais ça tient bien avec des bouts de fil, parce que le système d'origine Peugeot, franchement, c'est nul. Alors, avec une clé de 21, je vais faire la vidange de la boîte. Donc je débloque, je peux prendre un petit sac plastique pour éviter de souiller mon gant avec l'huile de boîte. Donc l'huile de boîte s'écoule avec son odeur très caractéristique. Pendant qu'elle s'écoule, voilà, vous pouvez vérifier le joint, vérifier, nettoyer la portée ici, débloquer quelques éléments pour que ça finisse bien de s'écouler. Donc ici avec deux vis de 13 on enlève ce cache de volant moteur. Voilà, c'est du 13. Et puis on remet donc le bouchon de boîte que l'on resserre. Bon. Voilà une bonne chose de faite. Maintenant on va enlever les cardans avec deux méthodes différentes. Je vais vous montrer donc une méthode en enlevant les deux boulons supérieurs côté passager. Donc c'est du 18, on y va, c'est costaud, on débloque. Ensuite quand on a débloqué, on va peut-être mettre un petit peu de dégripoil, et puis aller de droite et de gauche pour venir, parce qu'il est complètement cette vis elle est complètement rouillée à l'intérieur, donc faut pas taper tout de suite au marteau, hein, parce qu'on déformerait tout, hein. Donc il faut venir jouer de droite et de gauche pour que ça se libère, si on peut dire, et après on y va, on tape au marteau, et puis on y va avec un chasse-goupille pour terminer. Voilà, on peut laisser le chasse-goupille comme ça le temps que l'on opère, parce qu'il faut donner un petit peu de mou au niveau du flexible de frein, ce que l'on fait en enlevant
cette patte, c'est du 10, et je remets l'écrou dessus pour ne pas le perdre, c'est fait. Donc ça me laisse suffisamment de champ pour pouvoir passer mon cardan. Voilà, donc je l'enlève et je le désolidarise très facilement de la boîte de vitesse. Et voilà un cardan. Donc ça c'était côté conducteur. Maintenant côté passager c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est un cardan long avec un roulement intermédiaire. Donc il va falloir déjà dévisser, c'est du 11, les doigts qui maintiennent le roulement intermédiaire. Donc j'y vais, je débloque les deux, je dévisse et puis ensuite je mets un petit coup de marteau pour libérer le doigt de droite et le doigt de gauche. Donc ces doigts là on les retrouve. Ensuite il faut les tourner de 180 degrés pour permettre au roulement de pouvoir se désolidariser. Bon, alors maintenant si on s'intéresse du côté du disque, là je vous montre la deuxième méthode, mais je pense moi je ne la préfère pas. Je préfère la méthode avec les deux écrous supérieurs comme vous avez vu. Mais on peut donc désolidariser la rotule ici en bas. Donc c'est du 22. Je désolidarise ici. Ensuite qu'un bon pied de biche, je vais décoincer parce que c'est conique, hein, donc c'est bloqué. Je peux mettre un peu de dégripoil. Je peux taper avec deux marteaux de droite et de gauche pour déformer de manière élastique, hein, le cône, et comme ça hop, ça s'en va bien quoi. Un bon coup de pied de biche et ça se libère. C'est pas encore fini parce que naturellement vous n'avez pas assez de débattement pour l'enlever. Donc ensuite il faut prendre une longue barre ou un peu un bricolage comme j'ai fait. Il faut appuyer fortement pour vraiment réussir à déchausser la rotule du bras inférieur. Donc une fois que c'est fait, on débloque aussi là-haut, comme je vous l'ai montré précédemment, pour donner du mou au niveau du flexible. Voilà, et on laisse l'écrou sur place. Donc maintenant on a du mou, on peut mettre un petit coup de marteau ici si c'est bloqué, et bon, on enlève facilement ce long cardan côté passager, avec son roulement intermédiaire et maintenu par les doigts. Donc je les mets de côté, vous voyez, je protège un peu. Je suis donc toujours sous la voiture. Cette patte du support moteur inférieur, je vais l'enlever parce qu'on va devoir descendre le moteur et je pense qu'il peut me gêner. Bon, c'est pas forcément nécessaire à voir, hein, parce que le débattement il est quand même assez important, donc on peut ne pas le faire et puis au dernier moment l'enlever si on en a vraiment besoin. Voilà, donc si on veut l'enlever c'est simple, c'est du 16, deux vis, c'est enlevé. Voilà. Maintenant avec une longue, j'allais dire un long tube, avec une longue clé, je vais venir, c'est du 16 ou du 15, je sais plus, je vais venir débloquer le système de maintien de l'échappement sur le moteur. Voilà, donc c'est une vis que je vais complètement enlever. Et ensuite avec un circlips, une pince à circlips, je vais venir écarter pour pouvoir désolidariser l'échappement. Alors pourquoi faire ça? Parce que quand on va descendre le moteur, on risquerait de tirer, peut-être d'endommager. Derrière il y a le catalyseur, cet élément là. Donc ça à vous de voir, vous pouvez prendre le risque de ne pas le désolidariser. Moi je l'ai fait, pour la tranquillité. Donc là on va s'occuper maintenant du haut. Donc je mets la voiture dans un état standard, c'est-à-dire vitre fermée, tout éteint, etc. Et je ferme la voiture, parce qu'on va couper la batterie. Donc il va falloir enlever la boîte à air. Alors rien de plus simple, hein, on désolidarise au niveau, la sonde des bimètres, voilà, au niveau supérieur. On a aussi un collier à dévisser, deux vis devant pour enlever la boîte à air. Bon, c'est très simple, hein. Vous enlevez la boîte à air en deux temps, partie supérieure de la boîte à air, le filtre et partie inférieure. Hop, tout est parti. Ensuite on va s'intéresser à la batterie, on enlève la borne plus de la batterie, on enlève le cache,
au niveau de la batterie, vous avez une patte qui la maintient. C'est du 10, on débloque, on enlève la patte, on enlève la batterie. Ensuite avec du 13, on fait le tour pour enlever le support de batterie. On a besoin de Torx pour enlever, pour continuer à enlever le support de batterie et le support arrière de la batterie avec 2 Torx. On met tout ça dans un coin, c'est pas forcément la meilleure solution au niveau du pare-brise, hein. Vous devez faire les choses plus sérieusement en les mettant sur le toit de la voiture. On a quelques éléments à déclipser, hop, on met tout ça de côté, mais le support batterie ne vient pas parce qu'il nous manque une vis. Il va falloir enlever pour ça la protection sous la roue. Donc j'ai tous ces éléments là à enlever, je les enlève un par un. Voilà, je fais attention, donc j'enlève tout cet élément là pour accéder à une vis de 13, c'est enlevé, et là je peux vraiment enlever le support batterie. Voilà, donc là maintenant on commence à bien voir la boîte. Là on a le reniflard, donc qui va permettre tantôt de faire rentrer de l'air ou tantôt de dégazer un petit peu, hein, au niveau de la batterie. Et donc on a pas mal de choses à déclipser en faisceau électrique, à mettre de côté. On a donc principalement les biellettes de boîte de vitesse. Donc voilà, enfin, quelques éléments, quelques faisceaux. Ici le contacteur de marche arrière, ici c'est un contacteur au niveau du volant moteur. Donc on enlève tout ça. On va s'intéresser à enlever le démarreur, mais d'abord il faut enlever le récepteur, vous voyez, qui est complètement parti. La fourchette est partie complètement dans la boîte, donc j'y vais. C'est deux, il me faut une clé Allen, 2 BTR, donc je les enlève. J'enlève ce support intermédiaire de la tuyauterie, je remets la vis dessus. Et puis je mets tout ça de côté, et puis j'ai 3 longues vis pour le démarreur. Donc j'y vais, j'enlève mes 3 longues vis pour le démarreur. Voilà, je les mets de côté, et je mets un fil de fer pour maintenir le démarreur, parce que là il tient plus à grand chose, hein. Il est quand même lourd, qui me retient vers le haut. J'ai encore une patte à enlever en dessous. C'est du 13, je remets la vis. Ensuite quand je reviens ici, j'avais une masse ici à enlever, voilà, elle est là, donc avec du 11, je remets la vis, je fais le tour de ce qui est encore enlevé. Il y a peut-être encore voilà, une fiche à enlever à droite à gauche. Les biellettes, j'y vais avec un bon pied de biche, ça va tout seul. Et puis derrière, on peut avec un petit tournevis venir appuyer parce qu'il y a des petits éléments métalliques là. Et comme ça, on vient désolidariser les 2 biellettes. La blanche est côté conducteur et la noire est voilà, plus du côté du centre du moteur. Donc ça, il faudra y penser. Donc vous voyez ces petits éléments métalliques là enlevés, à rappuyer pour ne pas les casser en enlevant tout. Donc il faut les appuyer comme ça. Voilà. Donc ensuite, avec du 16, je viens débloquer ma boîte. J'ai 5-6 vis, voilà, j'en ai 3 comme ça et 2 derrière de l'autre côté. Je débloque ma boîte, mais j'enlève pas toutes les vis, hein. Je laisse 2 vis supérieures. Je me prépare à descendre mon moteur, donc à le maintenir. Donc avec une sécurité, je mets 2 éléments, un hydraulique et un mécanique si on peut dire. Donc je continue à enlever mes vis de boîte. Voilà, c'est des longues vis comme ça, c'est du 16. Donc là c'est derrière, hein, vous voyez, il y en a là 2 derrière encore. Ensuite avec du 19, je commence donc je réfléchis bien, est-ce que mon moteur est bien tenu par le bas, parce que là je vais enlever le support moteur côté conducteur, c'est du 19. Ensuite ma boîte, je vais la maintenir via voilà, il y a un élément de positionnement d'équilibre de la boîte, donc je vais l'utiliser, hein. C'est prévu pour, donc là j'ai mis une chaîne un peu trop courte, il vaut mieux 1 mètre de chaîne
pour pas être embêté, parce qu'après je suis embêté avec mon crochet là. Donc de toute façon il faut que j'enlève complètement ce support là, c'est du 13. Donc j'y vais, j'enlève tout ça. Donc là je me prépare, j'y suis presque, je descends un petit peu mon moteur, j'enlève mes deux vis qui sont là, que j'ai laissées, de boîte, et puis ça y est quoi. Comme j'ai descendu un peu mon moteur, je peux pousser ma boîte, je désolidarise, et puis ensuite je descends la boîte. Attention en descendant, ça risque de toucher le flexible qui mène au récepteur hydraulique. Donc si vous êtes embêté avec ça, vous enlevez tout le support là. Tout ce support là, il y a 2-3 vis, vous enlevez tout. Comme ça, vous risquez pas de faire de bêtises. Donc attention, ça passe juste. Il n'y a pas besoin de faire de purge quand même, et d'enlever cette tuyauterie, mais c'est très très juste. D'un côté comme d'un autre, c'est au millimètre. J'exagère à peine en disant que c'est au millimètre. Donc ça finit par descendre. Donc une fois descendu, on voit l'étendue des dégâts. Donc la butée d'embrayage, qui est en fait un roulement, est complètement partie. Le guide de butée est endommagé. Et puis bon, là je l'ai enlevé, mais la fourchette est endommagée. Et d'ailleurs, quand la fourchette s'est mise de côté, elle a usiné un peu le diaphragme. Donc voilà, tout ça c'est enlevé, on dévisse. Donc des grippoils, marteau de frappe si besoin, mais moi j'ai pas eu besoin, c'est bien parti avec une clé normale. Donc tout est enlevé, on vérifie un peu, même si ça n'a pas trop d'utilité. Où est-ce qu'on en était de l'usure? Moi j'en étais à peu près à 80% avec une voiture qui a 195 000. De toute façon on change. Donc on revient sur cet élément là. Vous voyez, il y a eu un peu d'épluchure. Donc il va falloir changer le guide de butée. Ce que je fais, sur mon nouveau guide, je vérifie que tout est bien en ordre. C'est-à-dire que j'ai bien l'élément métallique qui maintient, que mon joint, et j'aurais pu le vérifier lors de l'achat, est en bon état. Je mets un petit peu d'huile de boîte, parce que bon, comme c'est une position supérieure, il n'y aura pas forcément d'huile au départ, donc je mets un petit peu d'huile de boîte sur l'axe, donc lui il n'est pas endommagé, pas de problème. Je resserre, alors il y a de la graisse G20 paraît-il qui est bon. Moi j'ai mis un peu de graisse graphitée ici, un petit peu sur les cannelures, mais vraiment un tout petit peu, un petit peu sur la boule. Il ne s'agit pas de mettre beaucoup de graisse à cet endroit là, parce que par effet centrifuge vous allez tout faire remonter sur l'embrayage lui-même, ça serait une bêtise. On nettoie un peu l'intérieur si besoin. Alors maintenant on s'intéresse à la fourchette neuve que j'ai dû racheter forcément. Et puis donc ça c'est dans le kit d'embrayage qu'on appelle la butée d'embrayage, c'est essentiellement un roulement quoi. Donc il y a deux petites oreilles sur le roulement et on voit que voilà, la fourchette va aller dans les petites oreilles comme ça. Franchement c'est un petit peu léger, je trouve, au niveau conception. Avec ici c'est pareil, une partie en plastique, franchement là je suis déçu. Donc on enfonce, il n'y a aucun problème avec la rotule, ça s'enfonce tout seul. On vérifie le mécanisme, que tout marche bien, comme ça quoi, j'allais dire à froid quoi, que tout se passe bien à froid. Ensuite, puisqu'on a la boîte dans les mains, on va changer les joints SPI. Donc à 4 € pièce, je pense qu'il vaut mieux les changer, surtout quand la voiture a 200 000. Donc on enlève le joint métallique du vieux joint, l'élément métallique du vieux joint. Ensuite je prends là ici c'est un bout de pince coupante, je mets du scotch pour ne pas abîmer la portée de mon joint, et puis voilà, par effet de levier je viens enlever mon joint. C'est un peu dur, faut y aller. Voilà, donc j'essuie un peu ma portée, je remets le nouveau joint. D'abord j'y vais à la main pour qu'il s'enfonce bien dans l'axe, et ensuite je termine avec une planchette et un marteau. C'est fait d'un côté et je mets un bon bout de scotch pour protéger lors de la remontée de la boîte. Je fais la même chose de l'autre côté, je vérifie que mon joint neuf est tout à fait opérationnel, j'enlève l'ancien, je mets le nouveau, voilà, et je mets un bon coup de marteau pour finaliser l'enfoncement, et puis un bon bout de scotch pour protéger.
Alors, le volant moteur, il n'est pas endommagé. C'est un simple, c'est pas un bimass, donc ça c'est un volant purement métallique, quoi. Il n'y a aucun problème. Donc, il faudra le nettoyer. Je vois que la surface, ça va, elle est correcte, hein. On va pas changer le volant moteur. Mais si vous avez un bimass, un volant bimass, à tous les coups, il faut le changer, quoi. Donc, soit vous revenez à une solution volant simple, ou soit il y a des montages Valeo, etc., un peu intermédiaires, quoi, parce que c'est vraiment catastrophique les volants bimass là-dessus. Donc il va falloir nettoyer un peu ça. Avec un tournevis, je vais gratter un petit peu ici. Bien sûr, je ne vais pas forcer sur la surface de contact avec l'embrayage. Et ensuite, je nettoie. Alcool ménager ou nettoyant pour frein. Voilà. Une fois nettoyé, ça a quand même une autre gueule. Donc je vais regarder un petit peu mes plots de centrage. Là, j'ai 2 plots de centrage, s'ils sont en bon état, parce que c'est très important. Donc là, ils sont bien comme il faut, pas de problème. Il faudra que quand je remette la boîte, que je vire ça, hein. Ça, on voit que ça va empêcher le monter. Donc les plots de centrage sont ok, ça c'est bien vérifié. Ensuite, mon embrayage, mon disque d'embrayage, attention, il a un sens. Flywheel side, donc côté volant moteur, côté du moteur si vous voulez, et de l'autre côté, donc côté de la boîte, quoi. Donc, quelquefois c'est écrit gearbox size. Donc il ne faut pas se tromper, hein. Donc j'ai un côté flywheel et un côté gearbox. Voilà. Donc normalement vous devez le monter, vous devez voir flywheel comme ça, quoi. Donc on met un petit peu de nettoyant frein. Normalement il n'y a pas de problème, on pourrait le monter comme ça, mais par sécurité. Mon diaphragme, je le mets en position déjà, sans l'embrayage, pour vérifier qu'il se mette bien et sa position naturelle. Je mets un morceau de scotch, donc je sais que ce sera comme ça en bas. Ensuite, je remets mon embrayage, prêt à tout, tout remettre contre le moteur. Flywheel size, je ne me trompe pas. Donc côté volant moteur, je revérifie encore, parce que là sinon c'est de la bêtise, hein, si vous le montez à l'envers, hein. Donc là il est monté, il est positionné, je vais mettre mes 6-7 vis, je les serre un petit peu mes vis, et donc il va falloir ensuite centrer l'embrayage. Donc là j'ai pris du 12, parce que j'ai vu que ça allait bien sur la portée conique en bout, donc ça me permet de bien mettre mon embrayage de manière centrée. Il existe un outil spécial, mais ça c'est très bien. Et puis ensuite on bloquera les vis. Vous voyez, il est parfaitement centré. J'ai profité de l'élément conique ici pour être bien. Il y a un élément conique en fond, pardon. Donc je suis parfaitement bien centré. Donc je vais pouvoir bloquer. Donc je vais enlever mon étiquette, hein, forcément. Et je commence à bloquer en étoile, je sais pas comment on dit, en triangle, quoi. Et ensuite pour le blocage final, pour le serrage final, je mets un système pour empêcher mon volant moteur de tourner, parce que j'ai pas l'élément spécial qui permet de le maintenir. Donc je le maintiens comme ça suffit, hein. Et avec une clé Torx classique, grosso modo ça revient à quasiment serré à fond en bout, sans donner d'à-coup et sans tube qui rallonge, hein, sans tige de rallonge. Ça correspond à 2 déca-newton-mètres. Sinon vous utilisez une clé dynamométrique et vous êtes bien. Ok, donc là on est prêt pour le remontage. Donc il va falloir cet élément là, métallique, bien le mettre de côté avec un bout de scotch. Comme tout le reste d'ailleurs, à vérifier que tout est scotché, ça ne va pas gêner au remontage. Et on va donc raccrocher la boîte et avec la chèvre ou le palan tout faire remonter. Donc on voit que la boîte, on la remet sur son point d'équilibre, hein, c'est l'élément support qui est prévu, et puis on la monte quasiment à 45 degrés. Vous voyez, à 45 degrés comme ça. Il n'y a pas trop à l'incliner vers l'avant ou l'arrière ou quoi que ce soit, à droite à gauche, mais il faut qu'elle soit montée à 45 degrés. Donc passant, mais juste ici, vous voyez, j'ai même perdu mon morceau de scotch. Passant juste. Donc vous voyez, on peut avoir un intérêt à changer le joint SPI après cette opération. Donc là j'ai mis un morceau de
de contreplaquer hein, pour que ça n'aille pas abîmer mon radiateur. Donc je monte le tout, je le mets en face, j'enfonce, je vérifie que c'est bien dans les plots de centrage, que tout autour il n'y a plus de jeu, que tout est normal. Et puis voilà, je revisse mes vis je revisse ma boîte. Hein. Je revisse ma boîte. On pourra peut-être bloquer un peu plus tard, mais bon, on visse quoi. Et donc on ne visse que si la boîte est bien mise en position, hein. Pas 1 cm de jour d'un côté, et après on va forcer sur tout et les plots de centrage. Hein. Donc tout bien mis en position naturellement à la main, je dirais. Et puis après, on vient visser les vis de boîte. Voilà, donc je remets cet élément métallique là, et puis je resserre mon démarreur. Ok, c'est parti, c'est fait. J'avais aussi une petite vis en bas là, sur ce cache métallique de 13 que je revisse. Maintenant je m'occupe du récepteur hydraulique. Donc là en fait il a déjà été changé, mais parce que j'ai une fuite, donc je vous remontre comment on fait quoi. Mais donc ça c'est censé être le vieux quoi, si vous voulez. Donc on va déclipser ici, c'est tout simple, il suffit de tirer d'1 centimètre, et là le tuyau est prêt à se démancher du récepteur. Donc on prépare le nouveau, on enlève le cache, on revient sur l'ancien, et puis là on déboîte. Dès qu'on déboîte, ça coule, hein, environ 3-4 gouttes par seconde. Donc on peut relever un petit peu le tube, plus on le relève, plus on le remet au niveau du réservoir de liquide de frein, et moins ça coule, forcément. Donc il va falloir faire très très attention, parce que là il y a un piège. C'est-à-dire qu'au niveau du flexible, on a un petit élément caoutchouc qui lui fait l'étanchéité. Sans ça, c'est cuit, hein, ça fuit. Et cet élément caoutchouc peut rester dans le vieux récepteur. Tout est possible. Voilà, parce qu'il s'enlève facilement. Donc s'il reste dans le vieux récepteur, que vous remontez ça sans le caoutchouc, forcément ça fuit. Hein, vous avez compris. De la même façon, si vous l'avez laissé et que dans le récepteur que vous récupérez, parce que c'est un d'occasion ou parce qu'il y en a un dans le neuf, vous en mettez 2, ça n'ira pas, vous n'arriverez pas à mettre le clips. Donc vérifiez qu'il n'y en a pas dans le nouveau, et que sur cet élément-là, il est bien positionné. Donc ensuite vous remontez le tout, c'est facile, on appuie, on se protège parce que c'est du liquide de frein, c'est corrosif. Si jamais on en met un peu partout, on essuie tout de suite. Sur ses mains, si on en a, on les lave tout de suite. Donc allez, on monte ça, on appuie, on reclipse, c'est tout simple. On va s'intéresser à la purge. Donc vous avez vu, c'est tout fragile, c'est 100% plastique. Donc j'ai préféré utiliser du 6 pans pour débloquer. Donc il faut faire 3-4 tours avant que la purge soit ouverte, contrairement aux purges classiques acier, quoi, je dirais, où un quart de tour suffit presque. Là il faut 3-4 tours. Donc naturellement ça va commencer à couler. Laissez couler une bonne trentaine de gouttes. Si vous voulez faire les choses proprement, vous pouvez mettre un tuyau. Comme ça, voilà, vous récupérez bien le liquide de frein, vous recomplétez en allant au niveau du bocal. Une fois que tout est correct, et l'avantage d'avoir mis le récepteur à la verticale, c'est que la purge se fait toute seule, et c'est bon du premier coup normalement. Donc vous remontez le petit bouchon de purge, vous mettez en position, mais attention, vous voyez, il va falloir compresser l'accordéon, et il y a un ressort dedans. Et c'est pas si simple que ça, hein, que ça peut en avoir l'air en photo. Donc j'ai mis une clé torse comme ça, d'un diamètre inférieur, pour qu'il y ait du jeu, pour que je puisse manipuler comme je veux mon récepteur, enfoncer comme je veux, le mettre dans la fourchette. Et une fois que c'est fait, je remets ma vis inférieure, je visse en haut, je visse en bas, je bloque, c'est bon. J'ai ici voilà, ma patte que je vais bloquer aussi. C'est fait, ici je reclipse, pas de problème, je complète bien mon niveau au max, c'est fait. Je pompe 2-3 fois, je vérifie qu'il n'y a pas avec un carton, qu'il n'y a pas de liquide qui s'écoule. Normalement la pédale est dure parce que avec mon astuce d'avoir fait la purge avec le récepteur tête en bas, là vous voyez, et donc purge en haut,
y a pas besoin d'y revenir, c'est parfait du premier coup. Bon, c'est ça de fait. Ensuite, on remonte un peu le moteur, on enlève tout le système de levée de boîte, on met le cache, la grosse vis de 19, on serre, c'est terminé. On va sous la voiture, on remet le système de maintien d'échappement, sans serrer trop fort. On va s'intéresser aux cardans maintenant, on les essuie, on les enquille. On repasse l'opération inverse, hein, le cardan dans le moyeu, on rebloque, on y va franco, hein, c'est du 18, il n'y a pas de problème, on resserre le système de maintien du flexible sur le châssis. De l'autre côté, donc vous voyez, encore un inconvénient de cette méthode d'enlever le cardan là, par la vis du bas, si on peut dire. Je suis obligé, comme je suis seul, de bricoler un peu, de trouver un système qui écarte le disque, de trouver un système, parce que là c'est à cause du cardan, parce qu'il est très long, qui maintient le cardan à l'horizontale. Voilà, j'arrive à le passer, je fais bien attention que mes doigts sont bien 180 degrés vers l'extérieur pour pouvoir mettre mon roulement intermédiaire. J'essuie ici pour être propre, et sans abîmer mon joint spi tout neuf, je l'enquille dans la boîte. Donc c'est fait, allez, encore un petit effort, on rappuie un petit peu, et voilà, c'est mis. Donc là, les doigts, on les retourne de 180 degrés, on les fait se plaquer contre le roulement, comme ça, là, j'ai utilisé une pince, et puis on y va, on visse, donc là c'est déjà fait, on visse, on bloque à droite, on bloque à gauche. Normalement on a une longueur comme ça de 2-3 cm de chaque côté. Si vous avez 1 cm d'un côté, 3 cm de l'autre, c'est que c'est pas bon. C'est que le doigt il est resté coincé pas comme il faut. Donc là, point de vigilance. Donc j'en profite pour mettre mon support inférieur, c'est fait. Ici, avec un cric, je viens appuyer légèrement vers l'avant, enfin vers le centre, et relever mon disque, parce que sinon pas moyen de remettre ma jambe et venir remettre au niveau de la rotule en bas. J'appuie assez fort pour réussir à le faire, c'est fait. Donc là maintenant, si vous tournez avec votre clé de 22, vous patinez dans la semoule, parce que le cône n'est pas, n'empêche pas la rotation naturelle de la rotule. Donc avec le cric de biais comme ça, je viens appuyer, ça vient mettre en forme en position, mon cône est coincé et je peux bloquer. Terminé. Je remets mon flexible, je remets l'écrou qui est là, tout est en position, c'est bon. Au niveau de la boîte, je fais le tour de mes vis de 16, il y en a 4-5, c'est le moment de bloquer, on bloque là-haut. Là, si vous aviez un doute à bloquer, vous avez fait la bêtise comme moi, il faut redévisser un petit peu le sélecteur pour passer une clé à œil. Donc vous rebloquez le sélecteur, le récepteur. C'est fait. Donc on remet le cache inférieur là, de volant moteur. Ensuite, on va s'intéresser parce qu'il va falloir mettre de l'huile dans la boîte. Là, pour l'instant, il n'y a pas d'huile. Donc on a le reniflard qui est là, c'est du 17. Donc à débloquer avec du 6 pans pour ne pas faire de bêtises, et c'est pas bloqué fort, c'est du plastique. Donc sinon on a une autre vis ici, ça doit être du 19 qui permet de mettre le liquide à l'intérieur de la boîte, et c'est surtout utile pour le contrôle du niveau. Donc si ça s'écoule légèrement, c'est que c'est au bon niveau. Voilà, c'est tout simple. Quand la voiture est dans son état standard, à la verticale, etc., pas comme elle est là sur chandelle, évidemment. Donc je reviens sur le dessus. Ah oui, j'ai oublié de remettre. Donc là, je rappuie un petit peu, de remettre au niveau de la boîte de vitesse les rotules. Donc je le fais, je rentre dans la voiture, je teste ma boîte de vitesse, elle est normale. Ok, je referme pour la garder dans un état standard.
Je mets mon huile, j'ai 2 litres à mettre. Voilà, c'est de la 75-80, on y va. Donc si l'huile est froide, vous pouvez faire un bain-marie. Donc vous faites chauffer de l'eau ou de l'eau à la bouilloire, vous mettez dans une casserole et vous mettez, en laissant fermer, hein, le bidon, pas sous le feu évidemment, hein. Ou alors vous mettez pendant un quart d'heure, une demi-heure face à un halogène, enfin à distance quand même que vous jugez acceptable, hein, pour que ça monte en température, parce que s'il fait 3 degrés dans l'atelier, forcément ça va pas être fluide, ça va être long à faire s'écouler. Donc vous avez vu, j'ai mis un petit élément, un morceau de scotch pour faire l'étanchéité là, pour pas que ça parte partout, hein, pas faire voilà, pas perdre de l'huile. Donc j'y vais, en 5-10 minutes c'est fait quand l'huile est chaude. Hop, je vous ai mis les 2 litres, vous refermez au niveau du reniflard, c'est fait. Donc vous refaites le tour, est-ce que vous avez bien reclipsé tous les éléments électriques? Là j'ai une masse à resserrer, enfin bon voilà, vous faites le tour du dessus, normalement tout doit être impeccable. Voilà, alors maintenant on met le support inférieur de batterie, on y va avec les vis, on resserre, hein, vous avez la fameuse vis de 13 qui nous a bien embêté, on remet tout ce cache plastique avec tous ces éléments, il y en a dessous là, hein, et ça doit passer l'élément blanc plus bas et cet élément là au-dessus, si on peut dire. Sur 8, il y en a 2 au moins d'HS, hein, donc ça veut dire qu'il faut en prévoir des neuves, de ces petites agrafes. Donc on y va, une fois que c'est fait, on revient sur la batterie, on remet quelques supports, on remonte la batterie, on revisse, etc. On remet tout ce qu'il y a, c'est l'opération purement inverse, hein. Voilà, c'est fait sur le dessus. Maintenant, on va terminer avec le bas. On a manipulé les disques, donc il faut les nettoyer. Un petit coup d'alcool ménager ou de nettoyant frein. On peut contrôler l'épaisseur des disques, l'usure des plaquettes. On commence voilà, à serrer les boulons de roue et à remettre l'écrou de cardan. Alors, pour le cardan, on doit serrer à 33 décanewton-m, c'est-à-dire 33 kg, parce qu'un décanewton c'est 1 kg, fois 100 cm. Et moi je pèse 93 kg à peu près. Donc 33 fois 100 égale 93 fois X, pour savoir à quelle distance je vais appuyer de l'axe pour serrer à 33 de couple. Donc X égale 33 fois 100, divisé par 93, facile, 35 cm. Donc je prends ma clé, je mesure 35 cm, c'est à quelque chose près ma longueur de clé. Ok, donc une fois que j'ai reposé la voiture, j'appuie tout au bout de la clé, je me mets avec l'air et l'horizontale, tout mon poids, quoi. C'est bon. Ensuite, je remets le système voilà, qui va empêcher le déblocage de cet écrou de cardan. Bon, c'est pas forcément des plus simples, hein, mais ça se met. Je remonte dans la voiture, je refais un test avec la boîte de vitesse, j'appuie X fois sur l'embrayage pour que ça se mette au moins une dizaine de fois, hein, bien comme il faut, avec le rattrapage automatique de jeu. Je démarre le moteur au point mort, pas de bruit anormal, c'est bon signe. J'accélère un peu, pas de bruit anormal, toujours bon signe. Ensuite on fait une petite marche arrière, une petite marche avant, ça broute pas trop, tout est normal. On met un carton sous la voiture. Et puis voilà, on va faire un petit essai, on revient sous le carton et puis on revérifie qu'il n'y a pas d'écoulement. Le lendemain matin, on revérifie qu'il n'y a pas d'écoulement suspect d'une façon ou d'une autre et on remet, donc vous voyez, un peu plus tardivement le cache inférieur. Il faut être prudent avec ça, il n'y a pas d'urgence, on peut même rouler sans, c'est pas très grave. Parce que voilà, une fuite au niveau du récepteur, un problème avec le joint SPI, s'il y a le cache, vous vous en apercevez pas. Enfin voilà, comment opérer un changement, ça dure à peu près 12 heures, 6 heures de démontage et 6 heures de remontage, complet du kit d'embrayage. Merci pour votre attention.